Evgeny Prigojine s'est-il fait harakiri? Ou le patron de la milice privée Wagner a-t-il été puni? Châtié de sa rébellion du 3 juin, quel peccadille, hein, ou des activités de mercenariat en Afrique, quel crime de lèse-majesté? Quelles sont les implications, les répercussions possibles, hein, de cette mort sur le continent africain, surtout dans les pays en transition militaire alliés de la Russie? C'est le thème du forum de cette semaine. Je vous souhaite la bienvenue. Nos invités, Anani Sossou est au plateau. Monsieur Sossou, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à nos chers amis du monde entier. Anani Sossou est consultant en communication politique, influenceur sur les réseaux sociaux, ça il faut l'ajouter. Merci Gilles. Avec vous et à vos côtés, Edem Kojo Aoukou, le jeune est avec nous aujourd'hui. Monsieur Aoukou, bonjour. Bonjour Gilles, c'est un plaisir. Je me porte très bien. Je suis très heureux de partager le plateau avec mes aînés. Edem Aoukou est juriste. Notre troisième invité, est-ce qu'il est à présenter? Mon équipe, hein, c'est Drogba plus 10 joueurs. Bonjour. Bonjour Gilles, bonjour et surtout bon week-end à tous nos amis. J'espère qu'ils sont revenus de la messe et ils peuvent suivre cette deuxième messe. Tsegoyou Kagewe, journaliste, ancien ambassadeur du Togo, mort ou meurtre de Prigojine. Quel avenir pour Wagner en Afrique? C'est le thème du jour et vous êtes invité à participer à cette émission via WhatsApp. Vous connaissez le contact qui défilera à l'écran. Plus 228 96 46 10 31, plus 228 96 46 10 31. Écrivez-nous dans la seconde partie. Nous nous ferons le plaisir de relayer vos contributions via message WhatsApp. Et si vous nous suivez en différé sur notre chaîne YouTube, New TV. N'oubliez pas de liker rapidement cette émission. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir nos programmes en temps réel et surtout partager cette émission pour partager loin, très loin, la voix de l'Afrique. Et chers invités, ma première question, je vais le poser comme on fait les enquêtes en criminologie. Prigojine est mort. À qui profite ce crime, Edem Aoukou? Alors, c'est une question très délicate. Avant de commencer, moi je voudrais poser trois hypothèses. Lorsque j'ai appris la nouvelle, il faut dire que j'étais très surpris. Prigojine, de son vivant, il a toujours été quelqu'un de surprenant et à sa mort, il est toujours surprenant. J'ai posé trois hypothèses. La première hypothèse, c'est l'hypothèse qui est relative, disons, au communiqué officiel, comme quoi il s'agissait d'un accident, puisque son avion avait quitté Moscou. Il devait se rendre à Saint-Pétersbourg, certainement au siège social de la société Wagner. Et 15 minutes après le vol, une quinzaine de minutes après le vol, l'avion a fait un crash. Donc on se dit qu'il s'agit là d'un accident. L'avion a explosé certainement. Selon le communiqué final, il y a eu une défaillance technique. C'est la première hypothèse, je l'épouse. La deuxième hypothèse, je pense, l'une des hypothèses la plus évidente. Parce que les coïncidences sont trop évidentes. Ça fait 2 mois, jour pour jour, que Prigojine avait tenté de semer la pagaille au sein de l'appareil étatique de la Russie. Et Poutine était, je vais dire, choqué par cette attitude de son ex-meilleur ami, de son ex-restaurateur, qu'il avait dit qu'il s'agit d'une trahison et d'un coup de poignard dans le dos. Connaissant très bien la Russie, connaissant très bien Poutine, qui est un ancien du KGB, qui est un fin stratège, il ne pouvait pas tenir ce genre de propos sans préparer un coup fatal à Evgeny Prigojine. Du coup, si cet accident a lieu 2 mois, jour pour jour, il se peut, je ne suis pas en train d'affirmer, je suis en train de poser des hypothèses, il se peut que ce soit une vengeance que Poutine a bien voulu manger très froid. Surtout qu'il a décidé de ne pas aller au sommet des BRICS. Il a voulu certainement superviser lui-même l'opération depuis le Kremlin. Il faut préciser que dans l'avion, Prigojine n'était pas seul. Il y avait Dimitri Koukhin, voilà, le numéro 2 de la milice. Et 8 autres personnes. Alors la troisième hypothèse, il se peut que ce soit un coup savamment préparé par Prigojine lui-même. Vous allez voir, en Russie, il est totalement acculé. Il n'a plus les différents privilèges dont il jouissait depuis. Il est devenu en quelque sorte comme le traître de la nation, comme un terroriste par certains Russes. Il y a des Russes qui le traitent de traître de la nation.
il est obligé par moment de se recroqueviller auprès de Loukachenko en Biélorussie. Et au même moment, l'Occident voit l'ascension de Wagner, malgré sa trahison en Russie, en Afrique, au-delà du Mali, au-delà de la Libye, au-delà de la Mozambique. Il est en train d'avoir de l'ampleur au Niger. On l'a vu dans une de ces dernières vidéos, tenir des propos comme s'il se trouvait dans un désert au Niger. Il a même annoncé qu'il était sur le sol africain. Sur le sol africain. Alors, il est pris entre deux feux. D'un côté, dans son propre pays, il est considéré comme un traître. De l'autre côté, l'Occident veut l'abattre parce qu'il est en train de piétiner l'intérêt des Occidentaux. Du coup, il se pose la question de savoir si ça chauffe de l'un ou de l'autre côté, où est-ce que je pourrais me réfugier? Le mieux, peut-être, pour lui, c'est d'organiser sa propre mort et il va aller se cacher quelque part et mener une vie paisible. Donc voilà les trois hypothèses que personnellement je me suis posées. Nous verrons avec le temps, avec les nouvelles informations qui vont arriver, si véritablement il a été tué, il est mort par un accident accidentel, ou s'il a organisé lui-même sa propre mort. Finalement, vous m'avez embrouillé avec vos hypothèses parce qu'elles sont toutes valables et je ne sais plus quelle piste s'emprunter. Peut-être avec les analyses des années, on réussira à trouver véritablement quelle est l'hypothèse la plus plausible. Anani Soso, Aïdema Oku évoquait tantôt l'annonce de Prigojine qui disait qu'il se trouvait sur le sol africain. S'annoncer en Afrique tout de suite et tout à coup mourir, c'est difficile. C'est très louche. Mais c'est quand même assez incompréhensible parce que quand on voit la photo sur laquelle Prigojine lui-même annonçait qu'il est en Afrique et que certains disent que c'est en Centrafrique, d'autres disent que c'est dans le désert. Quand on voit cette photo, on se dit mais est-ce que véritablement ça c'est en Afrique ça? Donc ça c'est déjà une idée. Mais à qui profite vraiment le crime? Est-ce que c'est Poutine qui a tué Wagner? Moi je dirais quoi? Il faut voir la force de Wagner, de Prigojine et de Wagner dans le combat à Bakhmout. Et c'est à l'avantage de la Russie et de Poutine. La guerre en Ukraine est toujours là, en cours. Elle n'est pas gagnée. Et il y a une offensive qui a été annoncée, qui est matée d'ailleurs par les Russes. Et on a toujours besoin de Wagner, les paramilitaires russes. Maintenant... C'est moins sûr parce que l'expérience de Bakhmout n'a pas plu à tout le monde, notamment dans c'était un carnage. Oui, mais tout le monde lui dit que c'était un carnage. Mais sans Wagner, est-ce que Bakhmout pourrait être prise, cette ville-là? Ça, c'est une hypothèse. Il faut qu'on soit vraiment sérieux là-dessus. C'est Prigojine et son armée qui ont permis la prise de Bakhmout. Et c'était une grande victoire d'ailleurs pour la Russie. C'est ça qui a changé même le cours de cette guerre-là. L'autre chose, c'est de savoir si l'avion a été abattu ou bien si c'était un accident. Il faut comprendre qu'il n'y a qu'une seule personne qui connaît vraiment les mouvements de Prigojine. C'est son bras droit, j'ai oublié un peu son nom. Non, ça c'est son adjoint, ça. Ça c'est son adjoint. Outkin c'est son adjoint. Mais il y a quelqu'un qui sait en temps réel où trouver Prigojine. C'est lui qui sait s'il doit manger, s'il ne doit pas manger, s'il doit se déplacer ou s'il ne doit pas se déplacer. J'ai lu son nom tout à l'heure en venant, mais cela m'a échappé. Les noms, oui, c'est pas évident. Donc, c'est lui seul qui sait. Et il se trouve que lui aussi soit dans l'avion. Si c'était vraiment un complot, est-ce que quelqu'un peut savoir qu'il y a une bombe, par exemple, à bord de l'avion? Ou bien que l'avion va être abattu, puisque personne ne sait comment il se déplace. Et cette personne-là va vouloir mourir pour Prigojine ou bien pour Poutine. Ça, c'est une grande question, une grande interrogation que je me suis posée. Je suivais la dernière fois sur le plateau de LCI des commentateurs et des gens qui se disaient des spécialistes de la Russie, mais qui habitent à Nanterre et à Rennes, et qui se disent qu'ils connaissent bien le fonctionnement de Poutine et ils connaissent aussi bien le fonctionnement de Prigojine. Mais vous êtes à Nanterre, comment vous pouvez connaître ça? Et tout ce qu'ils ont raconté, c'est que Poutine a assassiné son ami, si j'allais dire,
Prigojine. Moi, je trouve quand même qu'à l'étape où il y a cette guerre, et que cette guerre n'est pas encore gagnée, on a besoin encore de Prigojine. Alors, la synthèse, c'est que vous, la première chose, vous balayez du l'hypothèse qui dit que c'est un assassinat. Moi, je balaye ça. Ça peut être un accident. Oui, rapidement. Oui. Et l'autre chose, il n'y a pas que Poutine qui soit capable d'assassiner Prigojine. Il y a les services ukrainiens qui le cherchaient, les services américains qui le cherchaient. Zelensky a démenti, Zelensky a dit qu'il a d'autres choses à fouetter que d'aller tuer. Zelensky, lui, quand il parle, il ne faut pas le prendre au mot. Parce que c'est quelqu'un qui a une parole d'ivrogne. Il dit quelque chose aujourd'hui, demain il dit son contraire, et après il dit encore autre chose. Il avait affirmé publiquement que le Prigojine, c'est un criminel et qu'il faudra l'abattre. Les États-Unis aussi, et l'Europe d'ailleurs, la France et tout le monde en voulaient à Prigojine. Qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Parce que souvenez-vous, lors de la guerre froide, même en Russie, on allait assassiner les opposants. Même Israël a assassiné partout dans le monde. C'est ceux qui étaient contre Israël. Mais qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Que la mort, si assassinat il y avait, qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Que l'accident aussi n'est pas derrière cet assassinat. Je venais d'écouter d'ailleurs que... Ça aurait été difficile que l'Occident aille tirer des missiles au cœur de la Russie pour abattre... Mais qu'est-ce que vous savez? Combien de fois l'Occident n'a pas voulu assassiner Poutine lui-même? Combien de fois ils n'ont pas tenté? Donc tout est possible dans cette histoire. Et je venais d'entendre tout à l'heure qu'il y a les analyses ADN qui ont prouvé que Prigojine était vraiment mort. C'est pour revenir à l'une de tes hypothèses, que c'est vraiment lui qui était dans l'avion, qui est mort. Donc, tout est possible ici. Mais ce que je conteste un peu, c'est que à l'étape où on soit, que 2 mois après, mais Poutine, c'est quelqu'un quand même d'assez intelligent. Que si Prigojine mourait comme ça, dans un accident, de cette manière, mais les gens peuvent dire que c'est lui. Mais il est assez intelligent, il peut utiliser d'autres moyens. Moi, je privilège occidental ou un accident. Ou un accident. Il n'y a que les deux. On va laisser réagir donc l'ambassadeur. Ouais. De quoi est mort Prigojine? De quoi il est mort, je ne sais pas. Je ne suis pas là-bas. Puisque, mais vous savez, tout le monde doit mourir un jour. Et dans le cas de Prigojine, je suis surpris de la facilité des conclusions. Prigojine est mort, c'est Poutine qui l'a tué parce que Prigojine s'est rebellé. Les conclusions là sont tellement faciles qu'il faut avoir un esprit, je ne sais pas comment, aussi trop facile pour épouser cela. Vous avez posé la question, à qui profite le crime? Si Poutine tue Prigojine, il gagne quoi? Puisque Prigojine est au front en train de se battre pour lui. Maintenant, suppose que quelqu'un tue Prigojine sachant que ça va créer des problèmes entre Poutine et Wagner. Moi, c'est de ce côté-là que je regarde. Vous parlez de Zelensky qui dit « Ah, lui n'est pas dedans ». Mais est-ce que quelqu'un a demandé à Zelensky si tu as tué Prigojine ou non? Personne ne lui a posé la question. Cette dénégation instantanée, épidermique, montre que de près ou de loin, il est mêlé à quelque chose. Sinon, Prigojine est mort, Zelensky, il aurait pu à la rigueur dire, écoutez... sabler le champagne même. Et voilà, il n'a eu que ce qu'il mérite, parce que nous, il nous a malmenés à Bakhmout. Mais dire que non, que lui n'est pas mêlé à sa mort, cette dénégation même est une auto-accusation, une mise en cause. Maintenant, ce qui me fait rire, je peux dire, c'est que Prigojine est mort, on demande qu'est-ce qu'on va faire dans les pays en transition en Afrique, au Mali, au Niger, gna gna gna. Mais est-ce que tu connais l'histoire des souris qui avaient organisé une fête parce qu'ils ont appris que le chat est mort? Et quelqu'un qui passait par là leur dit, mais pourquoi vous fêtez? Il dit, non, le chat est mort. L'autre dit, mais faites attention, le chat, il a des enfants. Et dans les 2 minutes qui suivent, les souris ont disparu. Prigojine n'était pas un soldat seul qui allait faire la guerre. C'est une armée. Et dans toutes les armées du monde, quand le chef meurt, on sait qui prend les rênes du pouvoir. Donc la question de que vont faire les gouvernements en transition, bon, ils vont le déplorer. Nous tous on déplore. Oui, ce sont des questions qu'on va aborder. Mais est-ce que cette mort ne vient pas un peu, comment on va dire,
mettre en lumière des zizanies, enfin des mésententes au sein de l'appareil Poutine. Non, pas du tout. En quoi ça met la zizanie dans l'appareil Poutine? Poutine est inébranlable. Parce que si vous aussi, vous parlez comme certaines chaînes de télévision où chaque matin on dit que Poutine il est foutu, hier Poutine va mourir bientôt, il est troublé parce qu'il a mis une montre sur la main gauche au lieu de la main droite ou vice versa. Il faut laisser ces chaînes intoxiquer leurs citoyens. Ces chaînes ont un travail, c'est pour intoxiquer leurs citoyens, pour que ces citoyens ferment les yeux sur les abus de leurs dirigeants dans nos pays. Laisse ça de côté. Quelle zizanie dans le jeu de Poutine? Le gouvernement russe là, quelqu'un peut mettre zizanie dedans? Oui, mais parce qu'il y a une tentative de rébellion, ensuite Prigojine disparaît. Et il y a eu des tentatives. On ne retrouve plus les traces de Sorovikin. Non, Sorovikin a été, disons, sanctionné. Il semble qu'il était proche de Prigojine. Mais tu sais, il n'y a pas le délit d'amitié. Moi, je n'aime pas le délit d'amitié. Parce que ce est mon ami, il commet une faute, on le punit, et puis on dit, ah, mais c'est sûr que Kegoué dans l'affaire, on le prend lui aussi. Non, ces délits d'amitié-là, il faut qu'on les laisse de côté. Parce que c'est ça qui brouille même les cartes autour des chefs. Je dis ceci, Prigojine est mort. Paix à son âme. Maintenant, présenter des condoléances à sa famille si vous voulez. Mais le reste des questions, si c'est Poutine qui l'a tué, Poutine ne peut pas le tuer sachant qu'automatiquement il sera soupçonné. Donc moi je préfère, comme l'a conclu Aoukou, qu'on laisse le temps au temps. Peut-être c'est dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans. Jusqu'ici, on ne sait même pas encore qui a tué Kennedy. Alors, où est le problème? On va chercher. Peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, Poutine ne sera même pas de ce monde. Quand on trouvera qui a tué, parce qu'on ne tue pas Prigojine facilement. Et de Marocco, est-ce que la guerre en Ukraine est en train de laisser des traces sur le pouvoir de Poutine? Je ne dirais pas cela. Puisque l'armée russe actuellement est en train de mettre en difficulté la contre-offensive déclenchée par l'Ukraine appuyée par l'Occident, quand bien même que Wagner n'est plus véritablement en Ukraine. Déjà après la rébellion qui a eu lieu en Russie, ils ont déployé toutes leurs armées en Biélorussie. Ils ne sont plus véritablement en opération en Ukraine, mais cela ne semble pas véritablement affaiblir l'armée russe sur le terrain ukrainien. Et puis, quand on prend Wagner, c'est vrai qu'il s'agit là d'une société paramilitaire privée, mais c'est une société qui dépend totalement de l'État russe. Lorsqu'il y a eu la rébellion, il y avait une sortie. Désolé, il y avait une sortie de Vladimir Poutine qui annonçait les différentes aides, les différentes contributions que l'État russe a eu à apporter à Wagner. Et quand vous faites l'analyse, Wagner n'est en réalité rien sans l'État russe, sans Vladimir Poutine. Qu'est-ce qui prouve même que ce n'était pas une idée originelle de Vladimir Poutine? Donc aujourd'hui, même si Prigojine n'est plus à la tête de Wagner, cela n'aura aucun incident sur les opérations déclenchées par la Russie. Mais pourquoi d'ailleurs l'Occident tente de séparer Wagner de la Russie? Il y a un grand intérêt en séparant. Déjà, quand vous voyez la liste sur laquelle l'Occident a classé la société paramilitaire Wagner, on dit que c'est un groupe terroriste. S'il laissait Wagner ou s'ils faisaient une similitude entre Wagner et l'État russe, ça leur sera très difficile de pouvoir placer la société sur la liste des groupes terroristes. Donc il faut créer une scission entre l'État russe et la société Wagner afin de pouvoir sanctionner et traiter la société de groupes terroristes. Oui, je voulais revenir un peu en arrière. Quand tu disais tout à l'heure qu'il y a une scission au sein du gouvernement russe, ou bien pas si... jusqu'à la scission, ouais, peut-être ou bien si... des bisbilles mais Gilles, soyons au Togo, mais dans un gouvernement, mais combien de fois le président Faure n'a pas sanctionné, même ses proches qui ont failli? C'est comme ça, on ne fait pas un État avec des sentiments. Mais si je suis ton ami et que du jour au lendemain, je commets une erreur ou bien une faute grave, mais je dois être sanctionné parce qu'on ne dirige pas une famille ou bien on ne dirige pas une épicerie. On dirige un État et il faut savoir prendre des sanctions. Ceux qui ont mérité des sanctions ont pris des sanctions. Supposons que c'est Prigojine qui avait mérité une sanction, il doit prendre une sanction. Il n'y a pas de sentiment. Et quand moi j'entends les commentateurs ou bien nos fameux chroniqueurs sur les chaînes, surtout françaises,
Mais j'hallucine. Je me dis comment ceux-là font pour être dans la tête de Poutine en affirmant des choses à la place de Poutine. C'est quand même hallucinant. Mais quand on me dit qu'il n'y a plus Wagner en Russie, en Ukraine, mais c'est des conneries ça. Mais il y a Wagner qui est toujours là. Wagner qui est toujours piloté par une entité dirigée depuis le Kremlin. Puisque Poutine lui-même l'a dit que Wagner prend 80 milliards. C'est une dotation que l'État fait. Comment est-ce que l'État peut doter une armée qui désobéit à raison de 80 milliards? C'est pas possible. C'est 80 milliards de dollars. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Donc, je voulais dire que Prigojine soit mort aujourd'hui ou pas, mais Wagner sera toujours là. Et la Russie sera toujours aussi forte tant qu'il y a des gens comme Poutine qui dirige. Et en dehors de Poutine, mais regardez, le président de la Douma, ou bien le vice-président du Conseil de sécurité, Medvedev, mais ils sont plus radicaux que Poutine même, j'allais dire. Ils sont plus radicaux. Donc, arrêtons de faire de jouer à ces bisbilles et de vouloir répondre à des commentateurs ou bien des chroniqueurs des chaînes occidentales de propagande. Oui, si on prête en Occident l'Occident de l'assassinat de Prigojine à Poutine, c'est qu'on doit le trouver très méchant, sanguinaire. Il me semble Biden a même dit que c'est un tueur. Qui est Poutine? Est-ce que... qui est le tueur? Poutine? Non, je vous demande qui est Poutine. C'est ce que Biden a dit. Que Poutine est un tueur. Oui, c'est Poutine qui a assassiné Kennedy, c'est Poutine qui a massacré le peuple irakien, pendu Saddam Hussein, c'est Poutine qui est allé massacrer les Libyens, assassiner Kadhafi, c'est Poutine qui est allé vouloir raser la Syrie. Et apparemment, donc, c'est les Américains qui ne sont pas des tueurs qui ont sauvé le président syrien Hafez al-Assad. Vous savez, il faut arrêter ça. L'Occident ne peut plus aujourd'hui prendre ses médias pour abrutir toute la planète. Ils arrivent à abrutir leurs concitoyens. Parce que ces médias... Parce que les concitoyens n'ont encore rien dit. Non, les concitoyens, ils n'ont rien dit, mais la partie dans laquelle ils sont, tu comprends que... Comme je dis, les commentaires sur ces médias occidentaux, c'est dire que les concitoyens ne partagent pas forcément ce qui se dit. Oui, mais ces médias arrivent à les dominer. C'est pourquoi à la moindre alerte, on coupe les médias dissonants. C'est seulement en Afrique, quand ils coupent un média dissonant qui encourage la guerre, la pagaille, la guerre civile, qu'on trouve qu'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de droit de l'homme, il n'y a pas de liberté d'expression. Mais dans ces pays, on les coupe sans état d'âme. Richard Touré en est la preuve. Tu comprends? On les coupe sans état d'âme. Donc, maintenant, ces médias, aujourd'hui, ils sont à l'œuvre. Il faut enfoncer le pieu entre Wagner et Poutine. C'est un exercice vain, parce que Poutine, c'est lui Wagner. Moi, on t'a nommé, tu es rédacteur en chef à New World. Mais Gilles, excuse-moi, si demain tu n'es pas là, mais on met notre rédacteur en chef. On ne va pas dire, bon, l'animateur de l'émission, machin, n'est pas là, on va fermer la télévision. Ça ne se passe pas comme ça. Wagner, ce n'est pas une société, c'est une nébuleuse, comme ils disent. C'est des sociétés dans des sociétés dans des sociétés qui sont pratiquement partout. Et ils sont en Afrique. Alors, Wagner est mort, Prigojine est mort. Si les Occidentaux estiment que sans Prigojine, il n'y a pas Wagner, ben, ils n'ont qu'à faire la fête comme les souris faisaient la fête parce qu'ils ont appris que le chat est mort. Ils ne peuvent pas faire la fête. Parce que Wagner est là, Wagner continue son travail en Afrique et ailleurs. Si les gens ne veulent pas que d'autres pays vivent en paix, il faut toujours des gens comme Wagner pour dire la pagaille, ça suffit. Donc si les gens sont là, on spécule sur les médias dont tu parles, ces médias-là, moi je trouve à la limite, il faut être un peu zinzin pour les écouter. Parce que, mais attends, est-ce que tu écoutes, il t'arrive quelquefois de tomber sur certaines réflexions. Il y a un général, il disait, ah oui, Bazoum est arabe, le prédécesseur de Bazoum, il s'appelle quoi? Issoufou, c'est un arabe. Donc, il veut créer une guerre ethnique au Niger. Donc, les soldats nigériens ont livré la chasse aux Arabes. Mais Issoufou n'est pas arabe. Mais ça ne les gêne pas. Tant que c'est pour cogner les nègres entre eux,
c'est comme des chiens, on leur jette un morceau, ils se mordent et puis c'est fini. Donc ces médias et tout ce qu'ils concoctent, maintenant si tu écoutes ces médias dire quelque chose, si tu veux avoir une idée si c'est vrai ou c'est faux, prends juste le contraire et tu se rapproches de la réalité. Donc, Prigojine est mort, je répète, chacun va mourir, même ceux qui passent leur temps à gueuler, ils vont mourir, nous tous, nous allons mourir. Il ne faut pas en faire une histoire. Il croit que le moment est venu d'enfoncer un pieu entre Wagner et Poutine. C'est une perte de temps. Et nous allons voir sur le terrain que c'était une perte de temps. On sait que certains pays africains sont alliés à la Russie et ont hébergé donc des instructeurs, comme on les appelle, Wagner, sur leur sol. Est-ce que cette zone de turbulence peut avoir des répercussions sur ces pays, surtout ceux qui sont en transition militaire, Idemaougou? Alors, je voudrais d'abord préciser que Wagner n'est pas venu en son nom conclure des contrats avec les pays africains. Voilà. C'est toujours sous l'égide du ministère de la Défense russe. Donc, officiellement, c'est l'État russe qui envoie peut-être en sous-traitance les experts militaires de Wagner. Même l'Occident le fait. Parfois, quand un pays a besoin peut-être de se faire former dans un domaine précis, l'État envoie des experts qu'on reconnaît au sein d'une société. Donc, c'est la même chose qui se fait aujourd'hui du côté de la Russie. Donc, on a envoyé des experts qui travaillent dans la société Wagner pour pouvoir faire le travail sur le terrain africain. Alors aujourd'hui, si Prigojine n'est plus là, le ministère de la Défense russe continue toujours le travail sans aucun problème. Puisque dans le contrat, il n'est pas dit, même si dans le contrat c'est Wagner, c'est seulement le chef de la société qui a disparu. Les agents, les experts sur le terrain sont là et vont continuer leur travail. Donc il n'y aura véritablement pas d'embrouille sur le terrain africain. Les gens semblent peut-être se frotter les mains de cette disparition parce qu'on a comme l'impression que cette transition militaire se serve de Wagner de la Russie pour narguer la France. Non, attends, pardon. Il y a le Premier ministre malien qui avait dit quelque chose de très très important. Ça, c'est pour répondre et pour taire toute polémique à ce sujet-là. Kokala Maïga et Abdoulaye Diop avaient dit ceci, qu'ils ne connaissent pas Wagner. Ils traitent avec l'État russe. Vous comprenez ça? Ils ne connaissent pas Wagner. Puisque moi, je vais par exemple, M. Kegewe peut-être vend du cochon. Il m'a dit qu'il vend du cochon. Moi, je pars chez lui pour acheter du cochon. Il me vend le cochon. Mais s'il est parti chercher le cochon quelque part pour me donner, moi, je ne connais pas le fournisseur, mais c'est lui que moi je connais. Il a été très clair que le Mali ne connaît pas Wagner, qu'il traite d'État à État. Comment voulez-vous aujourd'hui que les armements qui arrivent au Mali, au Burkina, ou soit bientôt peut-être au Niger ou bien déjà au Niger, comment voulez-vous que ce soit Wagner, une société comme ça qui fournit des avions, etc. Mais au Mali, non, il faut quand même qu'on arrête avec la propagande occidentale qui veut faire croire qu'il y a un mercenariat qui est composé par Wagner, qui fournit ceci, qui fournit cela. Même le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, avait dit, le 24 juin, lorsqu'il y avait eu cette semi-rébellion de Prigojine, il avait dit ceci, que Wagner sera toujours en Afrique, puisque Wagner est piloté par l'État russe. Donc, vous comprenez ça? Donc il faut arrêter avec ceux qui veulent embrouiller les esprits faibles, les médias occidentaux qui veulent embrouiller les esprits faibles. Il faut les oublier. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on dit Prigojine est mort, ils sont en train de dire « Ah, c'est fini ». Les transitions militaires dans la sous-région vont connaître des problèmes, il y aura ceci. Mais Lavrov a encore, au sommet des BRICS, il a encore dit non, arrêtez ça. Nous, on est là, on les soutient, on sera toujours là, on est leur fournisseur. Donc, on arrête ça. Gilles, en quoi travailler avec les Russes ou Wagner, c'est narguer la France? Moi, je ne vous comprends pas. Nous, les Africains, on a des problèmes. Si un Africain veut un peu de liberté, il nargue la France. S'il veut un peu de sécurité, il nargue la France. S'il veut même... Est-ce que ça signifie déshabiller Paul pour habiller Pierre? Qui avait habillé Paul? Qui avait habillé Paul en Afrique? Mais si Paul vient lui-même arracher les habits des Africains, le jour où les Africains disent on veut notre habit, ils le prennent.
Mais parce que les gens ne peuvent... donner à un autre, justement. Mais je donne à celui qui... Ah non, attends, Gilles. On dit que vous changez. Ici, les pays... Non, on ne change pas de colon. Le colon en lequel nous croyions être notre ami et tout, vient d'abord, il crée les terroristes en Libye, il nous les balance et il les suit pour les soutenir. En armement, en logistique, en argent. Et nos populations meurent. Quand même, est-ce que j'ai besoin de vous le dire? Nos populations meurent. Maintenant, si c'est Satan lui-même qui peut nous aider à éviter le massacre de nos populations, mais Satan est bienvenu, Gilles. À plus forte raison, Wagner, c'est des humains, c'est pas Satan. Mais au nom de quoi, quand Wagner vient, ça fait des remous. Et ceux qui font les remous sont ceux qui ont le plus de bases militaires dans nos pays. Pourquoi on ne dit rien? Les bases françaises au Tchad, tu sais combien il y en a? Ce n'est pas une, ce n'est pas deux. En Côte d'Ivoire, à Djibouti, à Dakar, au Sénégal, au Gabon. Est-ce que les Russes passent leur temps à commenter ça? Les Russes ne s'occupent pas de ça. Pourquoi on sent l'odeur d'un Russe, ça devient un problème? Oui, mais parce que c'est pas normal. Dans les médias dont vous parlez, ils disent que l'Afrique est devenue une vache à lait de Wagner. Mais, et l'Afrique a été une vache à lait de l'Occident depuis la colonisation, depuis l'esclavage, jusqu'à aujourd'hui. Depuis même la découverte de l'Amérique en 1492, l'Afrique et l'esclavage sont la vache à lait de l'Occident. Je vous ai dit et répété que le palais de l'Élysée a été construit avec l'argent des négriers. Personne n'a rien dit. Maintenant, depuis 60 ans des soi-disant indépendance, l'Afrique reste encore la vache à lait. Mais maintenant, si vous trayez votre vache et que vous laissez 2 millilitres de lait pour son veau, ça va. La vache va survivre, elle va continuer à faire d'autres vaches. Maintenant, vous prenez tout. Le veau même n'a rien, et le veau meurt. L'Afrique est en train de mourir. Et l'Afrique dit, et elle trouve quelqu'un, viens m'aider. Le problème de Wagner en Afrique, ce n'est pas pour combattre la France, c'est pour combattre les djihadistes. Maintenant, ce n'est même pas les djihadistes, les terroristes. Maintenant, si la France s'identifie aux terroristes, c'est son problème. Personne n'a dit, ni au Niger, ni au Mali, ni au Burkina, d'ailleurs, comme le disait l'autre, ils ont dit, mais nous, on ne connaît pas Wagner. Personne n'a dit que les Russes sont venus en France combattre la France. En Afrique combattre la France. Les Russes sont venus sur l'invitation de ces pays africains qui ont des problèmes que la France au départ a voulu les aider à résoudre. Non seulement elle ne les a pas résolus, elle les aggrave. Mais comment est-ce que vous expliquez la popularité des Russes? Non. Aussitôt que ces coups d'État surgissent, vous voyez des mouvements de foule avec des drapeaux russes partout. Oui, mais Gilles, je veux dire quelque chose. Ouais. Mais posons une simple question, ambassadeur. Pourquoi c'est seulement dans les pays francophones qu'on remarque qu'il y a ces coups d'État? Pourquoi? Pourquoi c'est seulement dans les pays francophones qu'on remarque qu'il y a une révolte contre la France? Bon, ça, c'est une question que le président Macron devrait se poser. Macron a sa réponse. Oui, mais pourquoi c'est seulement nous? Il dit que c'est à cause de la propagande russe. Non, parce que d'abord, avant l'intervention même des Russes en Afrique, c'était les Chinois, leur tête de Turc. Ils disaient que les Chinois sont là, ils vont exploiter ceci, ils vont faire cela. Mais Gilles, tu sais ce qui fait mal? C'est que tout le mal que la France fait en Afrique, elle estime que les Africains ne devaient jamais rien dire si les Russes n'étaient pas venus. Donc Macron a des problèmes pour comprendre que le monde change, que la jeunesse africaine se réveille. Il a des problèmes. Macron est jeune, il devait être l'ami de tous les jeunes. Mais non, en Afrique, quand il vient, il choisit qui? Les plus vieux, les croulants, c'est eux qu'il choisit. Mais Macron, tu peux être l'ami des jeunes Africains. Pourquoi tu choisis les plus vieux complètement et tu en fais tes alliés? La vieillesse n'est pas un jeu. Non, je vais terminer mon idée. Non, laisse, je fais. Mais la vieillesse n'est pas un délit. Mais un jeune doit s'allier aux jeunes. Maintenant, dire, claironner tous les jours que sans les Russes, les Africains, on pouvait continuer à prendre leur uranium à 0 francs, leur or à 0 francs, leur monnaie. Elle n'existe pas, on imprime des feuilles de papier, on leur donne que c'est les Russes qui font réagir les Africains. Bon, si ce n'est ainsi, ils n'ont qu'à aller combattre Moscou et la paix de l'exploitation de l'homme par l'homme reviendra en Afrique. Je crois qu'il faut arrêter ça. Les Français, leurs médias, leurs présidents, mais c'est une honte. C'est une vraie honte. Pays des droits de l'homme. Vous nous massacrez, vous nous soumettez. Pays de la démocratie. Vous soutenez le contraire de la démocratie.
pays de la liberté d'expression, vous fermez les médias à tour de bras. Mais quand même, si les vieux ne comprennent pas ça, les jeunes comprennent. Oui, mais je vais terminer mon idée. Hein. Rapidement, je vais terminer rapidement mon idée. Mais il y avait un précurseur, j'allais dire même un prophète, qui déjà dans les années 80 avait prédit tout ce qui arrive aujourd'hui. Et ce n'était pas quelqu'un qui était un anti-français, mais un pro-français qui a été même ministre en France, le président Félix Houphouët-Boigny. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il dit, mais les Occidentaux, la France, vous avez besoin de nous. Parce que tout ce dont vous avez besoin se trouve sur notre territoire, se trouve sur le continent africain. Et qu'aujourd'hui, si vous ne traitez pas d'égal à égal avec nous, si vous ne parlez pas de l'égalité, de la manière dont il faut acheter, le prix juste auquel il faut acheter nos matières premières, mais dans 40-50 ans, vous allez avoir une génération qui va vous dire non. Et là, vous allez souffrir, puisque quand vous n'aurez plus nos matières premières, mais les gens seront au chômage. Et quand les gens seront au chômage, vous allez revenir à la révolution de 1789. Félix Houphouët-Boigny avait déjà dit ça. Et ils n'ont pas pris. La France a cru que c'est un vieux rêveur. Mais Félix Houphouët-Boigny est mort en 93. Ça fait 30 ans. Mais 40 ans plus tard, ce qu'il avait dit se réalise aujourd'hui. Parce que la jeunesse aujourd'hui n'est plus comme la jeunesse d'avant où les gens étaient peu scolarisés, il n'y avait pas ces outils de communication qu'on connaît aujourd'hui, où on ne savait pas déceler le vrai du faux. À l'époque, moi je me rappelle encore, le livre de chevet de mon papa, c'était Jeune Afrique. Le livre de chevet de mon papa, le journal de chevet, j'allais dire de mon papa, c'était Jeune Afrique, en tant qu'enseignant. Et quand il lisait Jeune Afrique, il croyait que tout ce qui se dit, c'était la vérité. Et quand on écoutait les médias occidentaux dans sa petite télé à l'époque, nous tous on croyait, on applaudissait. Mais aujourd'hui, moi quand je vois ces journaux, dès que je lis la première fois, je sais déjà tout ce qui va suivre. Et puis après, je vais faire moi-même ma contre-enquête pour savoir réellement tirer le bon gré le vrai du faux. Donc aujourd'hui, dire que on déshabille Pierre pour habiller Paul, c'est des histoires complètement fabriquées par la France qui pense que nous aujourd'hui, nous ne pouvons pas réfléchir par nous-mêmes et que si on adopte aujourd'hui une position anti-française, c'est parce que on a un narratif russe, on a un narratif chinois et on a un narratif de quel pays encore il avait? De turc, voilà. On a un narratif turc et ce sont ces narratifs-là qui font que la plupart en Afrique francophone, on est combien de millions? Donc, ces millions de personnes-là ne réfléchissent pas et c'est les narratifs russes, etc., qui vont nous faire... La popularité des Russes, surtout dans les pays en transition militaire. C'est sur ça que je voulais revenir. Vous savez, la France, ou je dirais l'élite française, j'aime beaucoup apporter des précisions terminologiques parce qu'il y a trop de confusion. L'élite française est dans une zone de confort qu'elle ne veut pas quitter. C'est-à-dire, elle veut toujours régner comme une puissance coloniale, même si aujourd'hui, elle se rend compte que de plus en plus d'esprits en Afrique sont ouverts. Nous sommes ouverts sur le monde. Nous avons connu l'histoire, la jeunesse africaine a connu l'histoire de la colonisation, a connu l'histoire de l'esclavage, et elle sait véritablement ce que c'est que le continent africain, les richesses dont regorge le continent africain, et de plus en plus de jeunes sont fatigués par des pouvoirs stipendiés qui ne font que suivre les ordres d'une puissance étrangère. Et aujourd'hui, lorsque cette jeunesse-là se rend compte qu'elle a en face un autre État qui propose mieux que l'ancienne métropole, elle n'a pas d'autre choix que de se rallier. Et en se ralliant à une autre puissance, cela ne veut pas dire qu'on quitte un maître pour un autre. Je pense que c'est un narratif occidental pour pouvoir un peu embrouiller les débats. Le fait de pouvoir se rallier ou de faire équipe avec les Russes ne veut pas dire que les relations entre l'Afrique et la Russie seraient la même que la relation que l'Afrique avait eue avec la France. Donc si aujourd'hui, l'Occident pense que le fait pour l'Afrique de se rallier aux Russes constitue quitter un maître ou un autre, ça veut dire que l'Occident reconnaît qu'entre-temps, il était le maître de l'Afrique. Parfois, il y a certains propos
que les Occidentaux tiennent et ça les amène à tomber dans leur propre piège. Comment se fait-il que vous dites ce ne être sont pas en forcément les partenariat? Occidentaux, ce sont les Africains surtout Voilà, aussi, vous dites que vous êtes en qui partenariat. reprochent à d'autres de quitter un colon pour aller... Voilà. Mais dans quand les vous êtes, par exemple, peut-être vous êtes je donne un exemple, vous êtes en train de vous noyer. Et lorsque vous sortez une main de l'eau, vous attrapez n'importe quoi. Vous n'avez pas besoin de savoir si c'est une branche, si c'est la queue d'un serpent. Quel que soit ce que vous attrapez, vous allez le tenir fort de sorte à ce que vous puissiez sortir la tête de l'eau. C'est ce que l'Afrique est en train de faire aujourd'hui. L'Afrique est en train d'agoniser. Donc n'importe quelle puissance qui arrive sur le continent, elle va s'accrocher le temps de pouvoir mettre de l'ordre dans son appareil étatique. Et là, il y aura une collaboration d'égal à égal avec la puissance étrangère qui vient. Est-ce que cette rupture ne peut pas se faire avec plus de douceur? Quand je prends l'exemple du Niger, par exemple, où les militaires actuellement sont à couteau tiré avec la France, le dernier développement, c'est l'ambassadeur de France à qui on a demandé de quitter le pays sous 48 heures, il refuse. Sur quoi compte le CNSP pour... Le CNSP compte sur lui-même et sur son peuple. Arrêtez-moi ce désordre-là. Les Français ne sont pas obligés de nous occuper de force. Vous dites qu'on peut le faire en douceur. Vous avez l'armée, on vous dit de partir, vous dites non. Le simple ambassadeur nous dit de partir, non. Mais depuis qu'on installe les ambassadeurs de force dans les autres pays, tu n'as jamais appris ça quelque part? Maintenant, revenons à la Russie et à la France. Mais en réalité, la France aujourd'hui, sur par exemple le plan énergétique, ne tient pas sans la Russie. C'est la Russie qui vend le combustible nucléaire à la France. Quand ils prennent l'uranium gratuitement au Niger, on l'envoie aux Russes qui en... Mais attends, arrête. Quand ils le prennent gratuitement, parce que l'argent qu'ils payent, c'est des feuilles de papier qu'ils ont fabriquées eux-mêmes. Ça n'a aucune valeur. Gilles, tu ne peux pas dépenser le franc CFA en France qui est censé nous garantir cette monnaie. Mais pourquoi il y a des choses, vous les voyez, et quand nous, on vient parler, on dit que nous vociférons pour rien. Mais on vocifère pas pour rien, parce qu'il y a des choses qui ne tiennent pas, qui ne sont pas humaines. Donc la France même, si on fait les choses, la balance commerciale entre la France et la Russie, vous verrez qu'en fait, vous-même, vos centrales nucléaires, il y a des pièces maîtresses des centrales nucléaires en France qui ne sont fournies que par les Russes. Alors moi, l'Africain, j'achète une Kalachnikov, on dit non, les Russes veulent me coloniser. Mais c'est pas possible, soyez sérieux. Ils veulent me coloniser avec la Kalachnikov. Les djihadistes tuent mes soldats, tuent ma population, je veux me défendre. Les Russes, les Chinois font plus d'affaires avec l'Europe, les Russes font plus d'affaires avec l'Europe qu'ils n'en font avec les Africains. Mais pourquoi les gens croient que les Africains doivent rester comme des moutons et que si la France ne leur donne pas l'ordre de manger, ils ne peuvent pas manger? Les Africains ont le droit, le devoir d'ailleurs, de commercer avec qui ils veulent. On va commercer avec les Australiens, les Néo-Zélandais, les Russes, les Scandinaves. Les Papous, les Aborigènes, les Esquimaux. L'Afrique doit pouvoir commercer avec tous ces gens. Le monopole indu et criminel que certains pays ont installé sur l'Afrique. Quelqu'un a posé la question ici, pourquoi c'est la France seule qui a des problèmes? Mais les Anglais ont colonisé des pays. Les Anglais sont partis. Au Ghana, personne ne se plaint des Anglais. Au Nigeria, personne ne se plaint des Anglais. Pourquoi on se plaint des Africains dans leurs colonies? Les Français ne veulent même pas se poser cette question. Quand ils vont sur les plateaux de télévision, ils amènent des experts qui connaissent tout de l'Afrique. Et ils racontent n'importe quoi. Personne ne se pose cette question. Est-ce que les Russes ne vont pas continuer d'être populaires en Afrique? Quand on voit le job qui a été fait quand même en Centrafrique, on peut les aimer ou non, mais en quelques mois quand même, ils ont réussi à se faire respecter là-bas, sur place à Bangui. Ils ont conquis une large partie du territoire. De toutes les façons, la rébellion est très loin de Bangui désormais. Quand on voit au Mali le niveau atteint par les FAMA, les forces armées maliennes aujourd'hui, avec des hélicoptères flambant neufs, des avions de chasse, la montée en puissance de cette armée. Quand on voit tout ça, en une minute à Dani Sossou, il me semble que les Russes quand même ont apporté une plus-value. Les Russes ne sont pas des hypocrites. Les Russes ne vont pas rire. Oh, tu es mon ami, et puis derrière, aller armer les terroristes pour te tuer. Les Russes ne sont pas comme ça. Les Russes, ils n'ont pas de sentiment. Vous les payez pour faire quelque chose. Ils viennent, ils vous débarrassent de la pègre. Point.
Vous voyez, c'est pour ça d'ailleurs que quand on voit dans les manifestations, on voit les drapeaux russes parce qu'il y a des résultats. Et il y a des antécédents aussi à cela. Les antécédents, c'est quoi? Les Russes ne se sont jamais mêlés de coloniser l'Afrique ou bien de venir chercher que du bien en Afrique. Vous voyez même déjà, lors de la décolonisation, c'est quel pays qui a le plus aidé l'Afrique? Ce sont les Russes. Mais quand vous voyez l'Afrique du Sud, pendant que les États-Unis et tout le Bataclan, ils sont là à dire non, à bas l'apartheid, etc. Mais pendant ce temps, ils applaudissaient tous ceux qui étaient en dessous de l'apartheid. Les Russes, eux, ils disaient non. Vous allez voir, c'est comme Cuba aussi. Je vais vous redonner la parole au début de la seconde partie. Parce que là, nous allons marquer une pause. Et pour ceux qui nous ont suivis en différé sur YouTube, je veux m'assurer que vous avez liké cette émission, que vous êtes abonné à notre chaîne et que vous avez partagé cette émission aussi pour porter loin la voix de l'Afrique. Une pause et on se retrouve dans 10 minutes pour la seconde partie de New World Forum.